Voilà, je vais commencer par donner quelques explications générales sur l'architecture du langage. Alors, ça accepte en entrée un fichier d'extension .acl et on va donner ce fichier à un programme qui est en fait un interpréteur qui s'appelle aclove. Voilà, c'est un petit jeu de mots parce que clove, ça veut dire girofle en anglais, et c'est un des ingrédients du curry, et il y a un langage qui s'appelle Haskell. Son nom de famille, c'est Haskell Curry, donc c'est un langage qui se veut fonctionnel, basé sur la réécriture de termes. Donc ça tourne autour des problématiques aussi du langage Haskell. Et donc ce programme-là, en fait, il va générer en sortie également un fichier .acl qui va être en fait une réécriture du fichier initial, donc une simplification par des règles que le programmeur va spécifier. Voilà, donc pour l'instant, on a ce schéma-là, on va un tout petit peu ignorer ça, voilà. Donc on est comme ça, et on a ces connexions-là, ces deux étapes. Donc ça, c'est l'entrée générale, ça, c'est un traitement qui est fait, et ça, c'est une sortie qui est en fait une sortie encore intermédiaire, parce que là, pour l'instant, on n'a encore rien fait de tangible en termes de son. Donc à cela s'ajoute une conversion du fichier ACL en un fichier .qlu, qui est en fait une traduction identité, c'est juste un renommage en interne de l'extension. Et ça, on va le donner à un moteur de synthèse granulaire qui s'appelle Cluster. Cluster, ça veut dire granule en anglais. Il s'avère que même l'écriture avec un Q était déjà prise quand il n'y avait qu'un seul S, donc je vais rajouter un S pour éviter voilà, les collisions. Donc ça nous fait ça, comme ça. Là, on a ici ces connexions-là et celle-ci qui opèrent dans ce sens-là. Voilà, donc là, le moteur de synthèse granulaire, il va nous produire trois types de sorties. La première, ce serait donc un fichier qui s'appelle .pcm. Donc en fait, un fichier PCM, c'est un fichier qui contient des points. Donc c'est vraiment un fichier son totalement brut qui permet voilà, de jouer un son sans perte pour l'instant d'informations. On pourra bien sûr le compresser par des logiciels dédiés de manière externe. On peut également jouer le son visuellement, c'est-à-dire juste le dessiner pour voir un peu la forme des signaux. Donc on va se baser là-dessus dans la démonstration qui va suivre. Et on peut aussi bien sûr le jouer directement pour obtenir un son. Voilà, donc on a ces trois types de sorties à ce stade-là. Voilà, qu'on peut donc choisir. On a à chaque fois des options pour générer l'une ou l'autre de ces sorties. On va le voir dans quelques instants avec les explications en mode réel. Voilà. Et donc, pour le programmeur, lui, en fait, il va vraiment considérer ça ici comme des sorties, ça comme un traitement, mais qui est en fait un traitement interne, une entrée. Donc on peut vraiment voir toute cette partie droite comme une boîte noire. Et en fait, ce qui nous intéresse en tant que, voilà, pour tester tout ça, se placer à ce niveau-là, de voir ça vraiment comme une boîte noire. Et sur l'entrée d'un fichier ACL, on a la possibilité d'avoir donc ces trois types de sorties. Donc voilà pour la présentation générale de l'architecture du programme. Donc on a, pour résumer, un langage de programmation à part entière, aclove, qui est un langage Turing complet basé sur la réécriture de termes. Donc c'est un langage qui est un langage assez sérieux parce qu'il n'a pas d'entrée, pas de sortie. Voilà, il n'y a pas de print, il n'y a pas d'input, il n'y a rien. C'est juste, il opère juste sur un fichier texte qui est écrit dans le langage et qui produit un autre fichier texte qui est aussi un programme, mais un programme simplifié. Et ça va nous spécifier donc finalement des commandes cluster qui vont être analysées et jouées. Voilà, cluster, lui, de son côté, il va faire un traitement efficace du son. Il va représenter des sons de manière paresseuse, donc par des fonctions. Donc ça évite d'avoir un son qui est déjà échantillonné en interne. Il va l'échantillonner quand il va vraiment créer le fichier PCM. Mais en interne, il va avoir une représentation exacte des sons et efficace. Et il va également pouvoir permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, de dessiner ou de jouer des sons directement. Voilà. Donc maintenant, on va expliquer effectivement le langage cluster, et c'est primitif, il y en a assez peu comme on va le voir. Donc le cluster, c'est un langage
qui possède en fait 8 instructions. C'est une sorte d'assembleur, mais avec déjà orienté en termes de paradigme, hein. C'est une sorte d'assembleur pour la synthèse granulaire. Donc la première opération qu'on peut considérer, c'est l'opération de création de segments. Ça va prendre deux paramètres, on va les appeler Y1 et Y2. Et donc, si vous invoquez cette instruction-là, ce que cluster va produire, eh bien, c'est un segment qui va ressembler donc à ce signal-là. Donc là, vous avez ici l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Alors, on considère que la partie positive. En abscisse, en ordonnée, on considère absolument tout ce qu'il est possible de considérer, négatif ou positif. Et en fait, vous allez repérer le point qui est en ordonnée Y1. Donc ici, j'ai pris quelque chose de négatif, par exemple. Là, vous avez le point Y2 qui est ici. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple, il peut vraiment être partout. Et donc, ce que va faire cette instruction, c'est qu'elle va nous connecter le point Y1 au point donc Y1 en abscisse 0 et au point Y2 en abscisse ici 1. C'est un signal qui dure 1 seconde. Donc là, vous avez la connexion. Ça vous fait ce signal-là. Voilà, donc pour expliquer le paradigme de cluster, c'est de gérer des signaux qui sont finis dans le temps. Ils ont donc une durée. Et cette durée, on l'exprime comme référentiel de base en secondes. Et donc segment, ça vous crée effectivement un segment d'une seconde. On verra qu'on peut étirer ces segments pour avoir des segments de longueur différente. Et en jouant avec Y1, Y2, on peut créer des pentes de toutes sortes. Alors pour l'instant, nos sons, ce ne sont pas encore des fonctions qui vont dans -1, 1. Donc pour l'instant, les sons, ce sont des fonctions qui sont dans l'intervalle 0, une certaine durée, vers ici grand R. Grand R qu'on va représenter par des flottants. Et quand cluster va traduire notre signal en PCM, en PNG ou en son, il va effectivement le remettre dans une fenêtre en codomaine entre -1 et 1, simplement en faisant une opération mine. Donc il va écréter le signal. Donc c'est nous, en tant que programmeurs, de faire attention que notre signal soit bien compris entre -1 et 1 si on ne veut pas de mauvaise surprise. Chose qui est très très facile à faire en fait. Donc ça n'admet pas vraiment de limitation. Alors, ceci étant dit, on a d'autres opérations. Ça, c'est la première, le segment. On a trois opérations que je vais mettre ensemble ici parce qu'elles ont vraiment le même comportement. Donc c'est l'opération 2, l'opération 3 et l'opération 4, qui sont les opérations respectivement d'addition, qui prend deux signaux S1 et S2, l'opération de multiplication, qui prend également S1 et S2, et l'opération d'exponentiation. Alors, elle peut paraître un peu bizarre, mais elle est utile pour calculer sur des signaux tout simples. On va expliquer ça tout à l'heure aussi par les exemples. S1, S2. Voilà, donc ces trois opérations-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent effectivement deux signaux et elles vont considérer, donc pour la première, leur addition point par point pour obtenir un nouveau signal. Pour la multiplication, c'est la même chose, sauf que point par point, on utilise la multiplication et l'exponentiation. Exactement même idée. Alors là, la question qui est légitime, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si on considère ces opérations point par point sur des signaux de taille, de durée différentes. Eh bien, en fait, ça reste bien défini. Ce qu'il est très pratique, il y a plusieurs possibilités pour ça, mais ce qu'il est vraiment très très pratique à ce stade-là, c'est de prendre la convention d'aligner les signaux S1 et S2 en l'origine et de considérer que le signal plus court est étendu sur la durée du signal le plus long en considérant que ces valeurs sont à 0. Donc autrement dit, voici un petit exemple. C'est dit de manière compliquée alors que c'est extrêmement simple. Là, je vais prendre voilà, un signal ici qui est de taille, on va dire, si on se réfère au carreau, il est de taille 3. Et je vais l'associer pour l'une ou l'autre de ces opérations. Je vais noter l'opération étoile, c'est l'une de ces trois-là, peu importe, avec un signal, mettons, de longueur ici 2. Voilà, bah, là j'ai par exemple effectivement des choses ici. Donc là j'ai par exemple ceci en jaune et là je vais mettre le deuxième signal en rouge et là ça me fait ça. Et bien en fait ça va être égal à l'opération point par point où là je suis de taille 3 et là je suis aussi de taille virtuellement 3 pour la même ici opération. Donc là j'ai toujours le signal en jaune qui ressemble à peu près à ça. Et cette fois-ci, le signal en rouge, donc comme on l'a expliqué, il est étendu
en taille 3, donc là il est identique à avant, et ici il est considéré comme étant à 0 partout. Donc ça, ce sont nos 3 opérations importantes qui vont nous permettre voilà, de jouer des notes en même temps. La multiplication va nous permettre, par exemple, d'ajouter des enveloppes sur les sons. On verra ça tout à l'heure. Et l'exponentiation, comme j'ai expliqué, ça va nous servir en fait à calculer des inverses parce que puissance moins 1 d'une valeur, c'est son inverse et ça nous servira pour un tas d'applications qu'on donnera en exemple tout à l'heure. Ok, donc il y a une 5e opération qui est peut-être la plus importante dans ce contexte de synthé modulaire. C'est l'opération de boucle qu'on appelle loop, qui prend cette fois-ci un signal alpha et un signal S. Alors alpha ici, c'est un signal qui va être regardé juste en son origine, donc ça va donner donc une valeur qui va nous indiquer combien de fois est-ce qu'on va répéter le signal S. Donc là, je vais schématiser un tout petit peu, hein, mais là, si vous faites loop avec ici un signal qui vaut 2,5, on va dire, en son origine, et là, vous avez un signal qui a cette forme-là ici, pour simplifier, ça va vous donner, donc vous allez répéter lui première fois, une deuxième fois, et là le point 0,5 dit que vous allez le répéter, mais juste en moitié. Là vous avez ici tout un signal, on le répète ici, on le répète là, et là juste la moitié. Donc vous pouvez bien sûr faire des loops avec une valeur inférieure à 1, donc ça va vous tronquer votre signal de départ, et chose intéressante aussi, si vous faites loop d'une valeur négative, comme par exemple moins 1, avec ici un signal voilà, que je dessine volontairement comme ça va en fait le retourner. Donc je vais dessiner ça voilà, dans l'autre sens. Ça vous le retourne, donc vous pouvez aussi faire du moins 2, ça va vous concaténer 2 fois les signaux retournés. Donc en général, loop, on l'utilise avec des grandes valeurs ici, par exemple 440 pour reproduire un granule 440 fois pour jouer un La par exemple, etc., etc. Donc on verra aussi des exemples. 6e opération, qui est l'opération d'étirement, c'est donc le stretch, qui prend aussi un signal alpha, regardez juste en son origine, et un signal S. Et ce que fait cette opération, eh bien, c'est que ça va étirer au niveau de l'axe des abscisses d'un facteur alpha le signal S. Donc, ça va juste être une sorte de composition de signaux. Alors ici, schématiquement, ça marche comment? Donc si je fais par exemple un stretch, on a une idée d'un facteur 2 d'un signal qui va ressembler par exemple, je sais pas moi, quelque chose comme ça, avec ceci à l'intérieur. Ça va donc nous donner un signal qui est 2 fois plus long, quelque chose comme ça, et le signal va être étiré de manière, voilà, donc pas vraiment comme ça, mais plutôt, il va vraiment respecter absolument tout, et il va être étiré. Donc on peut bien sûr utiliser des stretches de valeur donc inférieure à 1. Donc là, il faut imaginer que si vous avez ceci par exemple comme signal, ça va vous donner eh bien ce signal, donc 1,5 de longueur 1,5 le précédent. Et pareil, on peut aussi mettre des valeurs négatives pour alpha, et dans ce cas-là, ça va vous l'étirer en renversant le signal. Donc pour être vraiment concret, ça va donc vous jouer à l'envers le son spécifié par tout le signal. Donc ça s'applique sur tout ce que vous voulez. Tout ça se compose bien sûr de manière aussi profonde qu'on le souhaite. Vous pouvez faire du stretch avec du loop, etc., etc., bien sûr. Donc on a bientôt fini nos opérations de base. On a maintenant une autre opération qui est la concaténation, qui est bien définie dans ce contexte-là, puisque je vous rappelle que les signaux sont finis. Donc la concaténation, ça fait exactement ce qu'on pense. Vous avez S1 et S2, deux signaux, et donc ça va vous donner le signal S1 concaténé avec S2. Donc ça joue S1, et sans aucune pause, ça joue le signal S2. Et on a une dernière opération, elle on peut se demander à quoi elle sert, mais en fait on verra des exemples, elle est importante. Si on l'enlève, notre jeu d'opération sera un peu plus minimaliste, mais dans certains cas, ce ne sera pas possible finalement d'avoir certains comportements. Donc l'opération qui est intéressante, c'est la duration d'un signal en seconde, donc ça prend S, et ça vous renvoie donc la durée de S. Donc vu comme un signal, donc c'est-à-dire que ça va être un point, comme nos alphas de tout à l'heure. Donc un point, c'est une fonction voilà, qui va de l'intervalle 0, 0, donc du singleton 0, vers un réel. Donc ça peut être vu comme en fait, ça peut être vu comme un simple réel. Donc si vous avez par exemple la durée d'un signal ici de longueur 2, ça va bien sûr être 2, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce 2-là, il doit être vu comme un signal qui est juste un point. Donc là, vous avez ici tout, voilà, tout votre axe, et ça va juste être un point.
qui est en ordonnée 2 ici, avec lui-même une durée égale à 0. C'est-à-dire que si vous faites duration au carré d'un n'importe quel signal, ça vous fait 0, parce que ça vous redonne la durée d'un réel qui est donc nul. Voilà pour ces explications-là. Donc on a 8 primitives qui semblent toutes nécessaires. Je ne vais pas chercher forcément à démontrer que je ne peux pas simuler l'une à partir d'une autre, mais en tout cas ça donne un jeu d'instructions cluster, donc de synthèse granulaire qui semble assez intéressant. Donc on va maintenant faire des démonstrations. On va piloter donc le synthé avec un programme en ACLOV et on va expliquer comment ça marche. Donc on va ici créer donc un fichier de démonstration demo2.acl. Et donc la première chose qu'on va mettre en place ici, ça va être nos primitives, donc nos 8 opérations. On va les recoder. Alors, il y a toute une librairie standard qui est faite en ACLOV pour piloter cluster. Là, je ne vais pas en parler. Mais donc, bien sûr, ça, ce qu'on va faire maintenant, on n'aura pas à le faire en pratique. C'est juste pour illustrer, pour être totalement exhaustif, pour avoir une présentation qui ne dépend ici de rien. Donc on va tout d'abord créer un type. Donc on a une syntaxe avec des lettres qui est inspirée des langages fonctionnels. Donc en gros c'est une sorte de nommage. Ça veut dire que dans la suite le mot signals, il va faire référence à la primitive signals, qui est en fait un type. Ça va me permettre de déclarer ici le type des signaux. Voilà. Là l'apostrophe dit que je suis en train de programmer, de spécifier une constante. Donc ça va être une constante pour le type des signaux. Donc maintenant, je vais créer ma primitive pour les segments. Je vais l'appeler seg. Ça doit s'appeler segment de manière complète pour que le langage cluster comprenne ce qu'on est en train de faire quand on va lire l'expression générée par ACLOV. Et là, je spécifie son type, donc c'est la syntaxe 2 points. Donc en fait, c'est un signal. Alors pour l'instant, signal, c'est juste un terme, donc je dois dire que c'est un type, donc je le relève d'un cran. Donc ça, c'est des considérations propres au langage ACLOV, mais en fait, on peut juste les admettre pour la suite et sans chercher forcément à les comprendre à ce stade-là, tout va bien marcher. Donc un segment, ça prend 2 signaux et ça renvoie un signal. Donc l'opérateur chapeau ici, c'est en fait l'opérateur flèche dans la plupart des langages fonctionnels qui dit que donc segment, vous séparez ici les entrées, donc ça prend un signal, un deuxième signal et ça vous renvoie un signal. Bah oui, parce que si on revient tout à l'heure à nos explications là sur les signaux, vous voyez qu'en fait un segment ça prend Y1 et Y2, mais Y1 et Y2 peuvent aussi être vus au même titre que les alphas qu'on a considérés tout à l'heure, c'est-à-dire des signaux qui sont de durée 0, donc ils sont des points. Donc c'est exactement ce qu'on avait considéré. Donc c'est pour ça qu'on a ici des signaux. Donc là j'ai la première primitive, donc on va aller un peu plus vite pour les autres. Donc vous avez l'addition que je vais appeler add. Donc là je suis obligé de l'appeler addition comme ça pour que soit bien comprise effectivement par le langage, et ça a le même prototype, ça prend 2 signaux et ça vous renvoie un signal. Vous avez l'opération de multiplication et on a aussi l'opération d'exponentiation qui marche avec le même prototype. Alors, on a aussi l'opération de boucle, donc ça c'était l'opération suivante, l'opération 5, qui était ici. Alors, regardez, elle a exactement le même prototype, en fait elle prend 2 signaux, alpha et s, et ça vous renvoie un signal. On a l'opération stretch, qui marche aussi avec le même prototype, qu'on va appeler str, l'opération de concaténation, et l'opération finalement de durée, qui elle a un prototype un peu plus simple, puisqu'elle ne prend qu'un seul signal, et elle renvoie sa durée exprimée comme un signal, donc il n'est qu'une entrée et une sortie. Voilà, donc là on a nos primitives, et on va pouvoir les assembler de manière totalement libre, pour obtenir des signaux. Alors là, on peut observer que comme tout est signal ici, on a un langage qui va être totalement défini. On n'a pas à se préoccuper des différents types de données. On ne distingue pas, par exemple, les scalaires et les signaux, puisque effectivement, avec cette astuce de voir un scalaire, un réel, comme un signal, on va pouvoir faire toutes les imbrications, les compositions qu'on souhaite. Alors bien sûr, ACLOV est un langage typé, donc il va quand même vérifier qu'on ne donne pas, par exemple, à addition 5 entrées. Là, il va donner une erreur de typage, par exemple. Mais tant qu'on respecte les arités des fonctions, on peut les composer comme on veut. Ça reste bien défini. Voilà, donc première étape, on va créer un point. Donc avec toujours le let, on va appeler notre point P1. Et pour spécifier un point, on doit mettre une valeur, donc qui va être effectivement
ordonnée. Et là, la convention, c'est qu'il faut l'avoir comme une constante, donc je dois mettre un prime devant. Ça, c'est mon point. Et là, en le mettant ici, ça fait que tout mon programme va s'évaluer en P1. Et donc, c'est ce point qui va être joué. Ok, donc on va interpréter ça. Donc, je vais dessiner. Pour le dessiner, c'est le Joe. Voilà, donc en gros, ça va prendre, si vous voulez, le schéma de tout à l'heure. Et ça va directement aller vers le PNG. Voilà, donc tout s'est bien déroulé. Donc, on va être ici. Et donc là, j'ai le point qui est dessiné. Alors, évidemment, on va rien voir. 0,25, il est quelque part par là. Donc là, la fenêtre, là, vous avez ici l'axe des abscisses. Là, vous êtes en -1 ici, et là, on est à 1. Et donc, le point, bien sûr, il ne va pas être visible à ce stade-là. Mais en tout cas, on a quelques infos sur ce qui a été fait donc, en termes de génération. Donc, si je regarde le fichier .qlu qui a été créé, il est là. Et donc là, il contient juste 0,25 à ce stade, qui est tout à fait raisonnable. Donc, plus intéressant, on va créer maintenant un segment, ça en enlève. Donc, je vais l'appeler S1. Je prends seg, qui fait donc référence à ce qu'on avait défini ici. Et je vais par exemple créer un segment qui va de, on va dire, -1 à 0,75. Et je vais demander de le considérer tout d'abord pour l'afficher ici. Donc regardez, on a ce dessin-là qui est parfaitement, auquel on pouvait parfaitement s'y attendre. On commence à -1 ici et on arrive à 0,75. La fenêtre ici est de taille 1 en abscisse. Voilà, donc on a notre segment. On peut essayer de le jouer, on va pas entendre grand-chose parce que voilà, il y a peut-être un battement qu'on entend. Mais bon, c'est pas encore très intéressant à ce stade. Le principe de la synthèse granulaire, c'est qu'on va mettre nos granules, nos segments en boucle pour avoir quelque chose de tangible. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais créer une boucle sur le segment S1. Je vais boucler 16 fois par exemple et je considère S2 ici. Donc on va tout d'abord dessiner ce qu'on a. Donc là il a dessiné, il nous a dit voilà, quelques informations sur le résultat, sur l'expression résultat. Le dessin, ça donne ceci. Donc là on observe, je vais agrandir un peu. Voilà, les traits rouges ici, ça délimite les différentes secondes. Donc on a nos segments qu'on a répétés 16 fois, mis bout à bout. Donc on a ici un son qui va durer 16 secondes. Donc je ne vais pas le lancer pour l'écoute, on n'entendra rien. Ça va juste faire des battements. Et intéressant aussi, on peut regarder le fichier QLU, voilà, qui ressemble à ça. Voilà, c'est ça le langage avec lequel travaille notre synthé. Donc cette expression-là, en fait, il faut vraiment voir ça comme ça. On a toute cette expression en entrée, et Aclov va la traduire en cette expression ici, pour préparer le terrain, pour que Cluster puisse la convertir en un son ou en une image. Ok, donc on va essayer de faire des choses plus intéressantes qui vont peut-être commencer à sonner un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer donc l'étirement du signal obtenu. Donc je vais commencer par redéfinir une boucle, mais cette fois-ci 220 fois de notre premier segment S1. Donc rappelez-vous, c'était juste la diagonale. Cette fois-ci, je la répète 220 fois. Donc une fréquence qui ressemblerait à un La qui elle tient en une seconde. Donc pour l'instant, S3, c'est un signal qui tient sur 220 secondes. Bah oui, parce que j'ai concaténé un signal qui tient sur une seconde 220 fois. Donc pour obtenir un signal qui a une fréquence de 220 Hz, je dois l'étirer. Alors du coup, ce serait la compresser. Je vais mettre un facteur inférieur à 1 ici. Je vais mettre 0.012 par exemple, S3. Et on va regarder S4, déjà à quoi ça ressemble. Alors S4, je vais le dessiner. Ça dure voilà, 2 secondes et quelques. Okay, ouais, il ressemble à ça. Voilà, donc là, on voit déjà que on a vraiment tous nos segments ici qui sont plus durs à déchiffrer. Et ça dure, voilà, ça dure ici un certain temps. Et on va le jouer. Là, je pense qu'on entendra quelque chose, pas forcément très agréable, mais en tout cas pas écoutable. Voilà. Donc ça fait un son assez riche en harmonique, qui sonne assez agressif. On va jouer des sons qui sonnent un peu mieux quand même tout à l'heure. L'un des problèmes qui mène à ce son un peu désagréable, c'est que notre granule de base a une forme qui sonne pas bien. C'est pas assez harmonieux.
On va essayer de créer ici un granule qui va avoir une forme triangulaire. Ça va être déjà mieux. Donc pour ça, on va concaténer en fait différents segments. Donc je vais appeler ça TR. Je vais considérer donc le segment qui va de 0 à 1 et je vais le concaténer. Alors tout opérateur peut être vu de manière infixe en le mettant entre des symboles comme ça, strictement inférieur, strictement supérieur. Donc ça va me considérer la concaténation opérateur qui est une fonction, mais de manière infixe, ça va être beaucoup plus pratique. Donc je vais concaténer ça au segment qui va cette fois-ci de 1 jusqu'à 0. Donc là, ça vous fait une sorte de pic. On reconcatène ça. Alors là, quand on ne met pas les parenthèses, ça va les mettre de gauche à droite de manière implicite. De toute façon, l'opérateur de concaténation est associatif. Donc il n'y a aucun piège à ce stade-là. Donc ensuite, on va de 0 à moins 1. Ensuite, on va de moins 1 à 0 pour terminer notre espèce de chemin. On affiche TR. Vous allez voir, là, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ça met qu'il y a une erreur. Donc pour voir laquelle, je peux demander une interprétation directe. La cloque, donc ça, c'est pas très intéressant à ce stade. Voilà, j'ai écrit conc au lieu de con pour la concaténation. C'est ça l'erreur. Voilà, donc là, je fais l'affichage et ça me donne ce triangle-là qui est faux. Vous voyez que là, c'est pas ce que je veux ici. Donc je me suis trompé quelque part. Ici, effectivement, c'était pas 1. Il faut mettre moins 1. On va réinterpréter ça. Et on obtient effectivement notre granule ici, qui est un granule triangulaire qui va être assez intéressant. Alors ici, notre granule, il est de taille 4. D'accord, il faut bien garder ça en tête. C'est un granule, on préfère avoir des granules qui tiennent sur une seconde, parce que ça va être beaucoup plus facile de les considérer ainsi normalisés. Donc on verra plus tard qu'on va le considérer. Justement, on va le faire tout de suite. On prend cette forme-là et on va faire un stretch dessus. Je vais encore l'appeler TR. Et pour la faire tenir sur une seconde en respectant toute la géométrie, je dois faire un étirement de 1 quart, 0,25 de TR. Et ça, si je demande l'affichage, on va voir que effectivement tout va être à peu près comme convenu. Voilà, ça me fait ce granule qui va être plus intéressant. Donc on va l'écouter en le mettant bout à bout par des opérations de boucle. Donc je vais créer un premier signal que j'appelle S1. Et ce que je vais faire, donc je vais étirer sur 220 répétitions de TR. Donc là, ça va tenir sur 220 secondes. Pour que ça tienne sur une seconde, avoir un son effectivement à 220 Hz, je dois l'étirer de l'inverse de 220. Ça, j'avais précalculé, ça fait environ ceci. Alors on verra bien sûr qu'on peut faire ça automatiquement. Le but, c'est clairement pas d'écrire ça en tant que programmeur, de calculer les inverses des fréquences. Ça n'aurait aucun sens, ça c'est juste pour illustrer. On verra comment on peut automatiser ça. Donc là, on a S1 qui va se dessiner comme ça. Voilà, donc là c'est un son triangulaire. Bon, on voit pas forcément la différence par rapport à tout à l'heure, mais on va l'entendre quand on va la jouer ici. Voilà, donc on a un son qui tient sur une seconde, qui sonne comme un triangle. Hein. Là, c'est tout à fait attendu. Donc on va créer quelques autres sons avec des fréquences différentes. Donc on a S1, on va prendre aussi S2. Lui, on va le mettre à 330, donc une quinte au-dessus de la précédente. Et ici, l'inverse de 330, ça fait à peu près 0, 0, 30, 30. Et je vais en profiter aussi pour mettre S3, qui va être l'octave de S1, donc ça va être un La 440. Et l'inverse de 440, c'est 0, 0, 22, 72 à peu près. Bien sûr, c'est pas parfait, puisque là, j'arrondis les choses. Et on va créer donc un son S4, qui va être une concaténation de quelques-uns des sons précédents. Donc je vais concaténer S1 avec S2, puis avec S3. On va revenir sur S1, et on va terminer avec S3. Voilà, et c'est S4 qu'on va considérer globalement. Donc on peut encore dessiner tout ça. Vous voyez que là, l'expression est plus complexe. Hein. Elle a 109 nœuds. Alors tout à l'heure, on avait des expressions qui tournaient autour de 10 ou 15. Donc je peux vous la montrer rapidement. Voilà, ça c'est notre expression finale qui va être interprétée par cluster ici pour le dessin. Et celui-ci, voilà. Donc là, on a des fréquences différentes. Donc quand on écoute, ça fait ça. Ok, donc on va maintenant passer à l'addition des signaux pour jouer des accords. Donc je peux par exemple définir S4 plutôt comme l'addition entre S1 et mettons S2. Donc, ça va sonner comme ça. Voilà, donc ça fait un accord de quinte, mais qui est en fait, faut comprendre, c'est qui va être écrété parce que
S1, c'est un signal qui va prendre au max en valeur absolue la valeur 1. Pareil pour S2. Et donc, de temps en temps, il sera possible d'avoir des valeurs en ordonnée dans le signal résultat qui dépassent en valeur absolue 1. Et ça va être remis à 1, donc ça va créer des espèces de discontinuité dans le signal, et donc c'est pour ça que ça sonne un petit peu saturé comme ça. Donc on verra comment faire des choses qui sonnent mieux dans quelques instants. Alors, toujours est-il qu'on peut considérer aussi non plus l'addition, mais la multiplication. Alors ça va sonner un peu bizarrement, mais on peut quand même regarder ce qui se passe. Là, pour le coup, ça sonne pas si mal. C'est assez intéressant. Et en termes de dessin, ça nous fait ça. Voilà, un son un peu bizarre, mais qui semble marcher. On peut faire l'exponentiation aussi. On va écouter ça. Ça sonne vraiment pas bien, mais on peut quand même le considérer. Voilà. Donc là, ça fait un son ultra saturé. Voilà. On a vu tout à l'heure la problématique que quand on additionne des signaux, ils sont saturés. Donc en fait, l'idée, c'est qu'avant de faire l'addition, on va réduire l'amplitude d'un signal. Donc pour ça, je vais vous montrer cet exemple-là. Donc je vais appeler ça S7 par exemple. Alors je vais quand même garder ceux-là, donc je vais les appeler S4, S5 et S6. Voilà, ça justifie le S7. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre S1, donc le signal ici à 220 Hz, qui tient sur 1 seconde, et je vais réduire l'intensité, donc les points, d'un certain facteur, on va dire 0,5. Donc je vais diviser par 2 les valeurs des points. Pour ça, en fait, j'ai qu'à multiplier mon signal par le signal constant à 0,5, par l'opérateur de multiplication qu'on a vu ici, et ça va avoir l'effet escompté. Donc pour ça, je vais prendre S1, effectivement, je vais le multiplier. Alors je le multiplie par quoi? Eh bien, donc il y aura des choses à mettre ici par un segment, 0,5, 0,5, qui est ici donc un segment de taille 1. Et ce que je vais faire, c'est que ce segment-là, pour préparer pour la suite, là ce serait pas nécessaire parce qu'il a déjà de la bonne taille, je l'étire pour qu'il ait comme durée la durée de S1. Donc je fais un stretch de la durée de S1. Voilà, donc ça nous servira pour plus tard, on a déjà préparé la chose ici. Donc là, regardez S7, quand on va le dessiner, on obtiendra ici voilà, quelque chose qui n'arrive pas totalement haut, mais qui est cantonné à 0,5. Alors là, le signal n'est pas écrété, il est vraiment divisé par 2, donc ça préserve la propriété du son en dehors de son volume. Mais tout est préservé, le timbre est préservé. Voilà, donc on entend un son qui reste un son triangulaire, un son assez standard. Voilà, donc on va créer ici une opération pour abstraire ça, parce qu'on n'a pas envie de faire ça pour chacun des sons. Et donc on va créer nous-mêmes notre propre fonction en fait en ACLOB qui va nous permettre de manipuler cluster avec des opérateurs de haut niveau. Donc je vais appeler ça ver, qui va être notre opérateur vertical. Donc ver, en fait, on va pouvoir l'utiliser exactement comme les autres primitives, sauf que ver n'est pas une primitive, c'est une composition de primitives. Là, je vais l'appeler vertical. Ça va être ma constante qui va être pourvue d'une règle. Donc, je mets les règles entre crochets ici. Une règle, en fait, c'est vous expliquer comment vous simplifiez votre expression sur laquelle vertical est appliqué. Donc, pour ça, je dis que arrobase, c'est pour faire référence à vertical. Là, j'ai ici un signal qui est vu comme un scalaire. Donc, le pourcent me sert à définir mes variables. Et %s, c'est mon signal. Donc vertical, ça marche avec le même principe que le stretch, sauf que ça étire en fait votre signal non pas horizontalement, mais verticalement. C'est exactement la même idée. Donc là, ici, vous mettez la flèche pour dire en quoi ceci va se simplifier. Donc je rappelle qu'arrobase, c'est juste pour ne pas réécrire vertical. Donc c'est vertical de %SC, %S. Ça va être exactement ça, ce qu'on avait écrit ici, mais qu'on va abstraire de la manière suivante. Donc là, on n'a pas S1 ici, on a %S, notre entrée. On la multiplie par le stretch de la durée de %S. Et là, notre segment, c'est pas du 0,5, c'est SC, ce qu'on est en train de spécifier ici. Donc ça, je vais mettre ça sur la même ligne. Et donc là, on a créé ici une constante avec une règle et sa règle de calcul. Donc on peut appliquer ça directement pour créer par exemple S8 qui s'appelle exactement comme les autres fonctions. Donc là, je vais mettre 0,75 de S1 et regardez là, ça fait bien ce qu'on veut si je dessine ça. Voilà, donc on est à 80%, 75% pardon, en hauteur comme spécifié. Ok, donc on arrive à ce qu'on voulait faire. Donc je vous rappelle ici que l'addition, donc c'était S4 entre S1 et S2, S sonnait mal parce que le son était saturé directement.
Et donc on va faire l'addition entre ces deux signaux, mais en les étirant verticalement, donc en les réduisant. Ça pourrait être un effet recherché, bien sûr, mais là, on illustre le fait qu'on peut aussi ne pas le demander. Donc ici, on va faire l'étirement vertical à 0,5 de S1 avec le verre exactement la même chose, mais pour S2. Et là, ça va sonner plutôt comme ça. Voilà, donc ça sonne de manière non saturée, ce qui peut être intéressant. Voilà, si on dessine ça, ça nous fait donc ce type de signal. Alors on va maintenant définir une autre opération dérivée comme l'opération verticale, mais cette fois-ci pour calculer l'inverse, point par point, d'un signal. Donc ça nous donne let 1. Donc là je définis ma constante inverse. Je mets sa règle ici entre crochets. Et sa règle c'est que donc je prends un signal, c'est ma seule entrée ici. Eh bien, pour calculer l'inverse d'une valeur, rappelez-vous qu'il suffit de faire la puissance moins 1 de cette valeur. C'est exactement ce qu'on va faire parce qu'on a déjà défini dans les primitives l'exponentielle. Donc on y aura accès comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon signal et je fais puissance. Eh bien, mon segment qui possède des valeurs moins 1 partout. Et là, on avait déjà expliqué un peu tout à l'heure, il faut que ce segment ait la même longueur que S. Et donc, je dois l'étirer de la durée de S. Je fais vraiment S puissance, le signal horizontal égale à moins 1 de la bonne durée. Parce que si je ne l'étends pas, vous avez expliqué dans les conventions que si vous associez deux signaux de taille différente, eh bien, le signal le plus court est complété avec des zéros, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite faire à ce stade. Voilà, donc vous pouvez par exemple considérer S10, qui est l'inverse de S1. Alors on va juste le dessiner, mais pas le jouer. On a ici notre son qui va être plutôt inaudible. Autre opération dérivée qui va être très pratique, c'est l'opération de squeeze, qui va nous permettre de faire une boucle d'un son, mais en préservant au passage sa longueur. Donc ça va établir une boucle et ça va compresser votre signal de manière adéquate pour que la longueur du résultat soit la longueur du signal d'avant. Donc ça nous servira pour éviter de calculer les inverses qu'on avait considérés tout à l'heure quand on jouait par exemple ici notre son 220 fois pour qu'il ait la même durée que la précédente. On l'appelle SQU, squeeze, et donc ça nous prend un scalaire, donc un signal point, qui va être notre nombre de fois qu'on souhaite faire la répétition, et ça prend le signal sur lequel on va travailler. Donc ici, ce qu'on fait, en fait, c'est le schéma de tout à l'heure, je vais carrément récupérer ça, puis expliquer à partir de là. Donc tout à l'heure, on travaillait avec un triangle. Ici, c'est pas avec un triangle, c'est avec une opération, un signal quelconque. Donc je mets %S. Ici, le nombre de tours de boucle, eh bien, c'est donné par l'entrée SC. Et ici, en fait, cette valeur-là, c'est l'inverse de SC qu'on avait calculé à la main tout à l'heure. Mais là, on a fait notre petite fonction qui fait le calcul à notre place. Et donc, on va effectivement écrire donc, 1 de %SC. Et voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut pour éviter de faire des calculs d'inverse à la main. Pour, par exemple, jouer S11, qui va être le squeeze de 220, toujours de TR qu'on a défini tout à l'heure, qui est notre triangle unité. Là, ça va faire exactement comme on l'imagine. Si je dessine ça, ça me fait donc mes triangles, et on peut les... Voilà. On peut aussi faire des choses à fréquence plus basse, par exemple 55, qui est un La aussi. Voilà. Et là, on va voir directement sur le dessin que tout va bien. Donc on a ici nos 55 triangles qui tiennent sur une seconde. Donc maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est de créer des synthétiseurs. Et un synthétiseur, ça va être une constante, donc une fonction qui va prendre une fréquence et une durée et qui va vous jouer le son en question. Alors pour abstraire un peu, on n'aime pas trop passer des fréquences directement parce qu'on devrait les calculer nous-mêmes à chaque fois pour par exemple avoir un La, un Ré, un Do, dièse, etc. On va plutôt faire ça en donnant à nos synthétiseurs non pas la fréquence, mais la position de la note par rapport à une note de référence. Et cette position, elle est calculée en demi-ton. Donc voici comment on va s'y prendre. Donc, on va prendre une note de référence, donc par exemple le La à 220 Hz, et on va spécifier donc un pas
que je vais appeler P. Donc si P est égal à 0, ça vous fait la note à 220 Hz. Donc on va voir comme un La. Si vous mettez un 1 ici, ça va être la note qui est immédiatement au-dessus du La à 220 Hz. Donc ça va être un La dièse. Si vous mettez un 2, bah, ça va être un Si. Si vous mettez un 3, ça va être un Do. Voilà, Si dièse peut être vu comme un Do ici dans la gamme tempérée, etc., etc. Donc la question, c'est de créer une fonction qui va prendre des entrées qui sont là, donc des 0, 1, 2, etc., et qui va fournir une fréquence, qui est la fréquence correspondante de la note ainsi visée. Bien sûr, ça doit marcher pour des valeurs de pas qui dépassent ici 11, donc on revient à l'octave supérieure, donc on est ici à 440, on a le La à l'octave, donc là si on a un La à l'octave K, on va dire, ici on a un La à l'octave K plus 1, donc ça c'est bien, mais il faut aussi que ça marche pour des valeurs négatives. Là, ce sera une valeur strictement inférieure à 220 qui va jouer ici donc le Sol dièse, qui est la note qui précède le La, dans la gamme chromatique à 12 notes. Et pareil, hein, si vous mettez moins 12, ça va marcher exactement comme on le pense, etc. Alors ici, la formule, c'est la suivante. Vous allez prendre donc votre P et vous allez l'envoyer sur la fréquence de base. Je vais l'appeler F, que vous multipliez par la racine 12e, parce qu'il y a 12 notes, puissance, le P. Donc ça vous fait ceci en fait. Ça vous fait 2 puissance P fois 1 12e. Donc ça, c'est une formule qui est très très classique. Donc si vous avez P qui est égal à 0, donc ça vous fait bien sûr F fois 2 puissance 0, 1, donc ça vous fait F, comme attendu. Si vous avez P qui est égal à 12, bah, tout ça, ça va valoir 1, donc ça vous fait 2 fois F, ce qui est attendu. Et P, il va vous permettre d'interpoler entre tout ce qu'il y a comme fréquence entre les deux. Donc bien sûr, nous, on va considérer que des P qui sont des valeurs entières, qui peuvent être négatives aussi, comme expliqué avant. On pourrait très bien étendre ça à des valeurs qui ne sont pas entières, mais voilà, ça peut exister, mais nous, on va garder des pas qui sont des nombres entiers. Donc on va programmer cette petite formule-là pour avoir à disposition des fréquences de notes à partir de pas. Donc je vais appeler ça frequency, et donc ça va nous prendre comme entrée effectivement un pas que je vais carrément appeler ici step pour être vraiment clair. Et donc ça vous calcule quoi? Ça vous calcule, donc je vais faire le calcul en 2 temps pour rendre les choses un petit peu plus lisibles. Je prends ici l'inverse de 12. C'est ce qu'on a mis en évidence ici. Ça c'est juste la puissance. Oui, je peux carrément utiliser le 1, pardon, j'allais faire 12 puissance moins 1, mais je peux utiliser le 1 qu'on a vu tout à l'heure pour 12. Voilà, donc on ne gagne pas beaucoup, mais on gagne au moins un caractère en termes de lisibilité, ce qui est peut-être pas le plus si intéressant. Donc je prends 220, que je multiplie par 2 puissance, donc exp de 2. Alors là je mets le exp pas en un fixe, donc je ne mets pas les chevrons ici. Vous voyez, c'est un peu plus clair, mais après chacun ses goûts pour écrire ça. Donc vous prenez le step, vous le multipliez comme indiqué par la formule à gauche, par l'inverse de 12. Voilà, donc là on peut calculer les fréquences des notes en fonction de leur pas relativement à 220 Hz. Le 220, on aurait pu l'abstraire, le mettre en paramètre ici. Ça aurait un peu complexifié la syntaxe, mais ça aurait été une bonne idée, en tout cas, de le faire si on veut avoir quelque chose, on va dire, de plus générique. Ok, donc maintenant, on va écrire une opération dérivée qui va nous jouer une note spécifiée par son pas, donc le P ici, ou le step qu'on a vu là, et sa durée en secondes. Donc là, on va véritablement pouvoir faire un peu de mélodie, on verra que ça... On est encore très très loin de ce qu'on peut faire vraiment, mais pas à pas on y arrive. Toutes ces fonctions-là, je les mentionnais tout à l'heure, elles sont dans la bibliothèque standard du langage. Là, on les refait ici pour avoir quelque chose de totalement auto-contenu. Donc là, vous prenez donc un pas, une durée, et donc là, je vais calculer f, qui est la fréquence, donc en utilisant la fonction précédente associée au pas en question. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc il y a plusieurs manières de faire. On pourrait utiliser le squeeze aussi qu'on a mis en évidence tout à l'heure. Là, on va pas le faire. On va donc prendre notre triangle TR. On va le boucler un certain nombre de fois, et ça ici. On va le boucler duration, donc la durée multipliée par la fréquence qu'on vient de calculer f fois. Donc là, il faut garder en tête que TR, ça tient sur 1 seconde. Donc là, vous allez avoir un son qui va tenir sur durée fois fréquence seconde. Mais vous voulez un son qui dure que duration seconde. Donc il va falloir le étirer horizontalement de l'inverse de f. On a ceci, là on doit mettre des parenthèses là pour que ce soit bien compris par le parseur. Voilà, donc on verra s'il y a une erreur de syntaxe qu'on va faire un test. Le test, on va le faire maintenant. Alors là, je vais directement
copier la chose depuis un fichier exemple, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc là je prends P qui est, on va dire, une phrase, note 0,1, donc là c'est la première note qui dure 1 seconde, là c'est la note d'indice 2, donc la troisième note qui dure 0,5 secondes, qui est concaténée aux autres, etc., etc. Donc là ça va être un La de 120 Hz, là ça va être un Si qui va durer donc une demi-seconde, etc. Donc on va jouer ça, on va voir si ça marche. Donc ça marche, vous voyez là on a calculé, donc là on a des informations données par cluster. On commence à avoir une expression qui est assez grosse, qui a 559 nœuds, avec des points, des segments, des multiplications, etc. Des loops, des stretches, etc. Et là, c'est ce qu'on a mis dans le buffer. Donc on a un sampling rate de 48 000. Alors c'est un peu beaucoup, 48 000, on pourrait mettre beaucoup moins que ça. Ça améliorerait l'efficacité, mais ça enlèverait un peu de finesse de codage. Mais bon, c'est pas très grave. Et le son dure 7 secondes et la taille en bytes, donc ici en octets, c'est tout ça. Voilà, là je vais le jouer. Voilà, donc c'est un son qui est assez désagréable parce que on entend des clics entre les différentes notes, simplement parce que là il n'y a pas d'enveloppe. Regardez, quand on dessine le son, on obtient quelque chose, voilà, comme ça. On distingue un peu ici les différentes, on va dire les différentes notes qui s'alternent. Chaque cellule tient sur une seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mais il n'y a pas de, il y a aucune dynamique dans le jeu. Donc c'est vraiment ce qu'il faut qu'on ajoute pour avoir une création qui soit plus intéressante. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans quelques instants. Alors, on va tout d'abord définir un synthé, parce que là, pour l'instant, on a un son qui est quasi pur. Alors, c'est un son triangulaire, il y a quelques harmoniques, mais on n'a pas de timbre véritablement intéressant. Donc, pour ça, on va créer un granule issu de synthèse additive. Donc, c'est un système qui fait de la synthèse granulaire, ça, on l'a illustré, avec l'opération loop, l'opération stretch. Mais on peut bien sûr faire de la synthèse additive, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir créer un son en additionnant différents granules à différentes fréquences. C'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais définir un granule GR en prenant donc mon granule initial que je vais squeezer une fois. Donc là, ça revient à l'identité, mais je l'écris pour avoir un schéma récurrent qui va me servir à compléter le synthétiseur, comme on va le voir dans quelques instants. Et là, je vais normaliser, je vais réduire ce granule-là 0,5. Donc c'est le coefficient que je mets de son importance en quelque sorte. Et ça, je vais l'additionner à la même chose, mais avec ici le granule qui est répété 2 fois dans le même intervalle de temps. Donc c'est l'octave précédente. Et là, je vais mettre comme coefficient, par exemple, 0,12. Là, les coefficients, c'est totalement empirique. On met un peu ce qu'on veut pourvu que le son qui soit engendré nous plaise. Donc ici, je vais faire x3, donc la fréquence initiale x3. Donc j'ai 3 répétitions de terre dans le même laps de temps que la durée de terre, donc c'est-à-dire 1 seconde toujours. Et là, je mets comme coefficient, par exemple, 0,28. Et on va mettre ici un dernier composant qui est donc la deuxième octave supérieure, donc x4 de la fréquence initiale. Et là, je mets 0,1. Alors là, c'est important de s'assurer qu'on a bien une somme de coefficients qui est égale à 1 pour avoir un granule qui tienne bien dans la fenêtre, moins un 1, et si possible qu'il la remplisse, pour pas avoir des granules qui sonnent vraiment tout doucement. Là, si je ne me suis pas trompé, c'est le cas. On peut visualiser notre granule par un draw direct. Voilà, donc on a ce granule-là qui tient sur 1 seconde et qui est un peu plus complexe que notre triangle initial, et qui va, en fait, on va le voir, sonner de manière assez intéressante. Donc là, on peut se dire, c'est étrange, on n'a que des segments de droite pour créer notre granule, on n'a pas de courbe. En fait, si, les courbes, bien sûr, là, il n'y en a pas, mais on peut les simuler parce qu'on a l'opération de multiplication d'un segment par lui-même, donc l'opération carré, qui permet d'approximer voilà, tout un tas de choses un peu plus douces que ceci. Donc là, on ne va pas le faire dans ces exemples, mais c'est tout à fait possible. Voilà, donc là, on va utiliser ce nouveau granule pour jouer un son à 220 Hz et l'écouter. Voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Donc un son plus intéressant. On peut descendre un peu les fréquences pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc un son assez intéressant. Pas forcément avec beaucoup de fantaisie pour l'instant, mais voilà, ça existe bien. Alors, on va maintenant construire notre synthé à partir de tout ça, qui va donc nous prendre 3 paramètres. Donc je vais l'appeler play, ce synthé, qui n'est pas le synthé du siècle encore, c'est encore très simpliste, mais ça donne les bases pour considérer des choses plus intéressantes. Donc ce que je vais faire ici,
c'est que je vais avoir comme paramètre pour mon synthé, donc effectivement le pas de la note visée, sa durée comme tout à l'heure. Mais là, je vais rajouter un troisième paramètre qui va être intéressant, qui va être la force du son, le volume en quelque sorte. Ça va être compris entre 0 et 1. En fait, on pourra même mettre des valeurs différentes. On pourra mettre des valeurs négatives pour inverser aussi le son verticalement, mais on pourra aussi mettre des valeurs à 2, à 3 pour avoir une sorte de compression, de saturation, voire de distorsion, qui peut être intéressante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier mon granule ici, je le mets à l'intérieur. Alors, il est défini globalement, donc j'aurais pu le laisser, mais pour avoir un synthé qui est totalement défini, en termes de granules, je le mets dedans. Voilà, donc je répète ça. Et maintenant, on va modifier un tout petit peu tout ça pour avoir un son qui réponde aux spécifications données. Alors, il y a les histoires qu'on avait vues tout à l'heure avec la fréquence, etc., que je vais reprendre ici. Voilà, donc là, c'est pas forcément très bien programmé, hein, c'est juste pour donner une idée. On peut faire des choses beaucoup plus élégantes en termes de code, mais on aura quelque chose qui va bien marcher quand même. Donc là, je calcule la fréquence. Je calcule ici, cette fois-ci, S1, qui est le son brut, engendré par les spécifications de step et de duration fournies. Et maintenant, je dois appliquer une réduction suivant le volume souhaité, donc j'appelle ça S2, et j'appelle donc juste vers l'opération de compression verticale avec le bon paramètre ici sur S1, et je renvoie S2. Donc là, je vais prendre une petite phrase que je vais copier directement, qui utilise ce synthé, et qui va la jouer directement. Donc regardez ici, je vais play, avec des concaténations, avec des hauteurs à la fois en termes de fréquences différentes, mais aussi des hauteurs en termes de force de son différentes. Et regardez, à la fin, j'ai aussi un accord qui va être joué, puisque j'ai 3 notes qui vont être jouées en même temps. Là, ça nous fait ça. Par exemple, on peut aussi afficher tout ça. On a ceci. Donc, on a toujours le même désavantage par rapport à ce qu'on avait il y a quelques instants. On n'a toujours pas d'enveloppe de son. Donc on a quelque chose qui est totalement, qui n'est pas forcément génial, mais en tout cas on a réussi à jouer avec les timbres et avec les hauteurs de son. Voilà, donc la situation maintenant est propice pour ajouter une enveloppe, donc c'est-à-dire une façon de rendre le son dynamique dans le temps. Donc là, on a besoin ici de quelques opérations supplémentaires, qui est l'opération d'opposé d'un son. Je vais la définir assez rapidement. Maintenant qu'on commence à avoir un peu l'habitude. Donc l'opposé, en fait, ça va simplement renvoyer chaque point sur son opposé. Je prends un signal, et pour faire ça, j'ai qu'à multiplier chaque point par -1 par l'opération verticale. Je fais du -1, -1. Voilà, c'est juste ça, pour calculer l'opposé. J'ai aussi besoin d'une opération de soustraction de 2 signaux. C'est juste le moins point par point, comme une addition, mais le deuxième signal est considéré comme son opposé. C'est pour ça que j'ai introduit hop il y a quelques instants. Donc là, on prend ici 2 signaux S1 et S2, mettons. Et ce que je fais, c'est que je les additionne. Donc j'additionne S1 avec, comme dit à l'instant, la version opposée de S2. Voilà, donc là, on commence à voir des choses intéressantes. On verra pourquoi ça va être utile. Je vais définir deux scalaires. Un premier qui va contrôler l'attaque, la durée de l'attaque du son. Là, je sais pas, on va mettre 0,11 secondes. Donc ça fait à peu près un dixième de seconde, et je vais avoir un decay qui va être la durée selon laquelle le son commence à diminuer d'intensité linéairement. Donc là, on va faire une enveloppe vraiment très simple. On pourrait imaginer des enveloppes qui sont pas linéaires, c'est tout à fait possible avec le langage qu'on a, mais on va rester ici assez simple pour avoir les bases. Et maintenant, je vais faire ici une opération d'application d'enveloppe qui va marcher comme ça. Donc je vais donner une explication ici à droite. C'est vraiment simple en fait. L'idée, c'est que vous allez prendre votre signal brut, qui est un signal généré par exemple par votre synthétiseur. Donc il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, vous avez ici les axes, et il va être totalement brut, donc ça va être quelque chose, voilà, comme ça. Voilà. Et on a une attaque et un decay qui sont définis ici. Donc l'attaque, ça va vous expliquer comment le son commence à grandir. Ça, cette longueur-là, c'est l'attaque, et on a le decay, par exemple, on veut un son qui s'évanouisse assez lentement, comme ça, c'est le decay. Et du coup, ce qu'on veut avoir, ça va être comme résultat l'application de l'attaque et de l'évanouissement. Ça va donc faire quelque chose comme ça. Au début, ça commence vraiment tout doucement. Et là, il est max à ce stade-là, quand il a fini l'attaque. Après, il reste stable. Et dès qu'il arrive au temps de l'évanouissement, il commence à diminuer linéairement. Donc le dessin est évidemment pas conforme, mais c'est pour avoir l'idée. Comment est-ce qu'on fait ça? L'idée, c'est juste de créer un nouveau signal avec attaque et decay qui va simplement ressembler à ça. Prenez ce signal, donc il va être positif, hein, c'est-à-dire il va être ici, il va être de la même longueur que le segment, le son initial, et il va ressembler à ça. Là, on est
en attaque. Là, on est constant à 1 partout. Et là, c'est le decay ici. Et l'idée, c'est que si vous multipliez ces deux signaux par l'opération de multiplication qui existe déjà d'entrée, là, vous obtenez ceci. Voilà, donc c'est une façon très simple de placer, de positionner des enveloppes. Et finalement, cette opération de multiplication, vous pouvez la faire avec n'importe quelle enveloppe ici, même des enveloppes voilà, qui seraient des formes un peu plus originales et plus intéressantes peut-être que celle-là. Ce schéma est totalement générique et on va l'appliquer pour ces enveloppes attaque decay très simples. Voilà, donc on va s'y prendre comme ça. Alors, à noter qu'on pourrait mettre les paramètres attaque et decay dans la fonction apply enveloppe. C'est ce qui est fait dans la bibliothèque standard, mais là, on va rester simple, juste pour avoir l'idée. Comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va placer dans la variable d la durée de s, ça va nous servir parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois. On va créer le petit signal à gauche ici, attaque, qu'on va appeler s attaque. Donc ce que je fais, c'est que je vais étendre sur la durée de attaque, donc 0,11 qu'on a défini tout à l'heure, le segment unité qui relie l'origine à la valeur maximale 1. Voilà, donc là, vous avez exactement ici ce petit segment qui a été créé. Pour créer le segment analogue, mais pour decay, c'est exactement la même idée. Vous allez étendre cette fois-ci, alors là j'ai mis des parenthèses, je vais enlever. On va étendre donc decay, cette fois-ci, le segment 1,0 sur decay. Donc là, c'est intuitif. Donc ça va de 1 à 0 cette fois-ci. Hein, vous avez une diagonale qui progresse de manière décroissante, contrairement à l'attaque. On a généré ce petit segment-là. Et maintenant, ce qui va nous faire, ce qui est caché ici, mais qui est pourtant intéressant, qui est le plus dur à considérer, c'est ce petit segment-là qui est au milieu, qui est de taille middle ici. Donc ça, c'est un peu plus pénible à calculer. En fait, c'est juste la différence entre la durée de S, attaque et decay. Voilà. C'est pas du tout insurmontable, hein, mais c'est juste moins direct que le précédent. Et donc, on va l'écrire comme ça, S middle. C'est donc l'extension de la durée à laquelle j'enlève attaque et à laquelle j'enlève le decay ici. Et là, mon segment, il est en ordonnée 1 au début et en ordonnée 1 à la fin. Là, vous voyez que je mets des parenthèses ici autour de l'expression avec les deux subs, parce que la soustraction n'est pas associative. Bon, Aclov est programmé de sorte que quand vous mettez les chevrons, il y a un parenthésage implicite de la gauche vers la droite, mais voilà, en tant que programmeur, vous pouvez l'oublier et mettre des parenthèses pour être certain que tout marche bien. Donc maintenant, mon enveloppe, pour la créer, j'ai qu'à concaténer S-attaque, S-middle et S-decay de cette manière-là. Concatène. Voilà. Et on applique finalement notre enveloppe sur S, donc c'est-à-dire, comme dit tout à l'heure, on multiplie S par l'enveloppe. Et voilà. Et donc là, on a ici notre petit générateur d'enveloppe et applicateur également du même coup. Donc on va faire un exemple. On va appliquer l'enveloppe sur la note play 0, 1, 1. Donc ça veut dire là, ça va être un La qui va durer 1 seconde avec le son maximal. Est-ce que ça va marcher? On va voir ça. Voilà. Donc là, on entend bien qu'il y a une enveloppe. On va même dessiner pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc là, vous voyez que là, il y a une augmentation progressive et linéaire. Donc pas forcément très très naturelle, mais ça va déjà faire des choses un peu mieux. Et une fin également linéaire, un peu plus courte. Voilà, là on avait du 0,11 et là on a du 0,06. On peut s'amuser peut-être à mettre un peu plus ici, par exemple du 26. Donc si on joue, voilà, ça s'évanouit un peu plus doucement. Et si on dessine, comme attendu, on a une fin qui se termine de manière un peu plus longue que la précédente. Le signal tient toujours sur 1 seconde, hein, c'est la longueur générale. Donc si je mets par exemple quelque chose qui va durer très longtemps, l'attaque et le decay ne sont pas proportionnels, hein, c'est vraiment quelque chose de fixe. On obtiendrait ceci. On pourrait avoir des attaques et des decays qui soient proportionnels, mais c'est pas forcément très très naturel d'un point de vue d'un point de vue standard. Mais ça pourrait être fait. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre synthé pour lui ajouter effectivement cette enveloppe. Donc je vais récupérer le synthé qu'on avait avant, play. Je vais l'appeler play numéro 2. On va garder tout ceci, ça c'était pas mal. Ça donnait déjà une bonne idée de ce qui se passe. Et en fait, je vais rajouter une troisième étape, S3, sur laquelle j'applique l'enveloppe. Et je renvoie S3 ici. Voilà, là, entre S2 et S3, on pourrait appliquer les choses dans l'ordre inverse aussi. On a deux opérations qui, si je ne me trompe pas, commutent. Voilà, donc là, c'est juste... en général, ça commute pas, bien sûr, mais là, comme c'est des multiplications, il y a commutation entre ces deux opérations. Donc, un petit exemple, on va, pour voir la différence
avec enveloppe et sans enveloppe, on va créer donc une opération de silence qui est juste un son à 0, mais d'une certaine durée, qui va nous servir à établir des pauses. Voilà, donc là, ça va me prendre ici un segment 0, 0, et je vais l'étendre pour qu'il dure sur la durée spécifiée. Voilà, par exemple. Et je vais jouer deux phrases que je vais copier pour gagner un peu de temps. Une avec le premier synthé, donc sans enveloppe. Donc ça, c'est P1. Vous voyez, c'est du play simple. Et P2, c'est exactement la même phrase, sauf que j'ai mis du play 2, donc avec enveloppe. Et P3, c'est la concaténation de P1 et P2 avec un silence d'une seconde entre les deux pour apprécier un peu la différence. Voilà, donc ça nous fait ça. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une grosse différence en termes de son. Il n'y a plus ce clic qui existe. Là, c'est sans enveloppe et là, c'est avec enveloppe. Bon, ça fait un son quand même qui est très chimique. On va voir qu'on va mettre des effets pour le rendre un peu plus naturel. Je vais juste remettre ici, au lieu de 0,26, je vais remettre par exemple, je sais pas, je vais mettre 0,9 pour avoir un son un peu plus sec vers la fin. Ok, donc on va construire un effet de délai maintenant. Un effet de délai, ça va être intéressant pour voir un peu les possibilités qu'on peut obtenir dans ce langage-là. Donc un délai, qu'est-ce que c'est? On va programmer ça comme ça. Vous avez un son. Et en fait, pour mettre un délai, on va prendre le son initial et on va jouer exactement le même son, mais avec un tout petit intervalle de différence. Et ça, on va les additionner. On va les additionner avec un certain coefficient. Donc là, vous allez avoir multiplié par alpha, et là, multiplié par, donc du coup, le complémentaire, ce sera 1 moins alpha. Pour quelle est la quantité d'effets qu'on veut obtenir dans le mix. Donc si vous mettez un gros alpha, le délai, on l'entendra très peu, et si vous mettez un alpha qui commence à s'approcher de 0,5, bien on obtiendra un son qui est quasi identique, décalé à l'original. Donc après, ce sera à nous de paramétrer comme on le souhaite. Donc c'est pour ça que notre délai, il va avoir comme paramètre deux choses. Effectivement, le alpha et aussi ici le délai qu'on souhaite spécifier. Donc on y va, on va écrire ça. Avec les connaissances qu'on a, finalement, c'est très très simple. Tant qu'on a une bonne idée de comment ça marche au niveau des signaux, les choses se font assez naturellement, parce que c'est un langage qui est quand même assez composable. Donc on a ici le mix factor, qui est en fait ce que j'ai appelé alpha dans les explications à gauche. On a ici le délai, toujours en secondes. Ça ne change pas, c'est toujours notre unité standard de base. Je vais calculer ici donc alpha. En fait, je me suis trompé. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, ici, ça marche comme ça. Je vais plutôt le faire marcher comme ça. Là, je calcule 1 moins alpha. Et là, je calcule alpha. Donc alpha, c'est vraiment plus il est grand, plus mon son est modifié. Hein. Donc là, je vais calculer le original mix factor, qui est en fait juste, je fais 1 moins, donc je calcule l'opposé, ce que j'avais défini tout à l'heure, du mix factor initial. Ça, c'est pour savoir quel est le coefficient du son standard. Donc là, je mets le son S1, je le réduis pour qu'il tienne sur l'original, donc j'applique le coefficient S. Et S2, alors lui, c'est intéressant parce que donc, je dois le décaler. Pour décaler un signal, j'ai qu'à concaténer à gauche un silence de la bonne taille. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais appeler ça S2 et vous mettez donc un silence de la taille du délai que je concatène à S. Et maintenant tout ça, je vais du même coup le réduire, lui appliquer le facteur, mix factor pour avoir le bon coefficient directement. Voilà. Je fais l'opération directement, on aurait pu la faire en deux fois pour être plus clair, mais ça va bien marcher et on additionne les deux choses. Et voilà, là on a notre délai. Et on va l'appliquer un petit peu à des choses plus standards. Donc on va reprendre des phrases que je vais copier ici. On a P1 et P2, donc en fait, voilà, là j'ai mis des délais partout sur toutes les notes. C'est P1 concaténé avec la même chose, mais avec des délais. Voilà, c'est juste pour illustrer. Hein, j'ai pris donc la phrase P1 qui est une phrase standard, et j'ai décidé de mettre différents types de délais, donc avec 0,25. En mix factor et 0,1, 0,45 et 0,1, 0,45 et 0,25, et là carrément deux délais à la suite, faire une sorte d'écho finalement. On va voir si ça marche. Ouais, donc là, regardez, on a une expression qui est très très grosse. Et là, dans les 66 002 internes, donc ça commence vraiment à être assez important. Beaucoup de points, beaucoup de segments. Et pour vous donner une idée, le fichier QLU de ceci, voilà, il est là, il tient sur presque 1 mégaoctet, un tout petit peu moins. Ok, donc on va l'écouter.
Voilà, donc on entend bien les différentes variantes que cet effet de délai va pouvoir produire. Donc si on dessine un peu tout ça, voilà, on va voir que les choses sont plus intéressantes et un peu moins chimiques. Donc là, ça c'est le son initial sans aucun délai. Et là, vous avez à droite les différents types de délais qu'on a décidé d'ajouter. Voilà, le dernier, il est carrément... voilà, on a 2 délais qui sont enchaînés et qui donnent ce son qui est assez réaliste, on va dire. Sauf à la fin, qui reste encore bien... c'est normal que la fin et le début soient pas trop impactés parce que ça correspond en fait aux parties où il y a juste un signal qui va jouer. Donc pour finir, on va définir un autre effet qui est un effet, le detune, pour un tout petit peu désaccorder le son et qui permet d'obtenir des timbres très intéressants dans certains cas qu'on a des paramètres qui vont bien relativement au timbre initial. Donc le detune, l'idée c'est qu'on va aussi ajouter 2 versions du son initial S, mais cette fois-ci on va un petit peu changer la fréquence du son original. Alors je vais l'écrire, on va expliquer au fur et à mesure. Donc ici, je l'appelle detune. Il va prendre également 2 paramètres en plus du son sur lequel il opère. Il va prendre le paramètre toujours mix factor. Lui, c'est un invariant dans la plupart des effets, on va l'avoir. Savoir encore une fois combien de quantité du son initial on met par rapport au son modifié. Et on a ici un facteur qui s'appelle frec factor, qui va indiquer mais de combien est-ce qu'on va changer la fréquence du son pour calculer cet effet. Donc si on met du 1, ça veut dire qu'on ne change rien du tout, on multiplie la fréquence par 1. Si on met du 2, on va multiplier la fréquence par 2, donc on va augmenter, en fait, on va gagner une octave. Donc ça peut être intéressant pour faire un octaveur, par exemple. Mais si on met des choses comme 1.001, on va très légèrement désaccorder notre son de base, et ça va faire des choses véritablement intéressantes. Donc on y va, donc là on calcule encore une fois le facteur original que je vais copier ici, pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Et exactement comme tout à l'heure, on modifie le son S1 pour appliquer le coefficient qu'on vient de calculer. Ok, maintenant les choses intéressantes arrivent pour S2, qui va être le son modifié. Alors ce que je fais, c'est que je vais squeezer le son S de frec factor. Donc c'est ça qui va véritablement désaccorder le son. Donc si le facteur de squeeze est à 1, ça provoque l'identité, donc ça ne change rien. Mais si on a des choses un peu différentes, ça va boucler sur S en préservant le même temps, et donc ça va un peu modifier le nombre d'oscillations tout en préservant la durée, donc ça va modifier la fréquence. Donc là, on met vert ici pour appliquer le coefficient de mix qu'on a décidé de mettre, et on fait une addition pour additionner donc nos deux sons. Et donc pareil, on va introduire un test ici, voilà, avec P2. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer la phrase P1 de tout à l'heure en brut. Donc il y a des silences entre les deux et on va mettre un detune avec ces caractéristiques-là, donc 0,2 et 1.005, etc. Donc là, on a un plus gros facteur de fréquence et là, on a un facteur de fréquence identique au précédent avec un plus gros mix dedans. Donc on va voir ce que ça va faire. Donc là, j'ai dessiné tout d'abord. Donc le dessin, ça donne ça, nos 4 versions. Et le jeu de tout ceci. Voilà, donc ça fait des choses qui sonnent totalement différemment. Et on va terminer tout ça en expliquant comment on peut enchaîner des effets. Voilà, un peu comme en programmation modulaire ou synthèse modulaire ou encore plus bêtement, comme on peut enchaîner des pédales d'effets dans des guitares. Donc là, j'ai besoin d'un petit opérateur qui va juste me permettre de renverser les arguments dans l'application de fonction. C'est l'opérateur pipe du Camel, ou le combinateur T qui s'appelle comme ça aussi, en logique combinatoire. Donc chain, ça prend une fonction f et un argument x, et simplement ça renverse les deux. On va voir que ça va nous être utile. Voilà, donc ça c'est plus de la prog fonctionnelle. Et on va définir la phrase P2 comme ça. Je vais prendre P1. Et donc chain, ça me permet vraiment d'enchaîner. C'est-à-dire je mets P1, opérateur binaire, je vais modifier P1 en mettant un délai 0.45 dans le mix et 0.025 pour... non, 0.45 c'est pas le mix, c'était la durée je crois. Non, c'est l'inverse. 0.45 c'est le mix et 0.25 c'est la durée du délai.
Donc là, vous voyez, le chain, ça permet, délai, normalement, ça prend 3 entrées, mais grâce au chain, ça fait que le P1, qui était la dernière entrée, on a pu la mettre devant. Donc tout ça, ça va être un nouveau signal, et je vais encore l'enchaîner avec chain pour, par exemple, mettre un detune, je sais pas, de 0.2 et pas trop grand la fréquence, donc 0,09. Et je vais encore enchaîner ça avec, par exemple, un autre detune, cette fois-ci un peu plus léger, donc à 0,1 dans le mix, et avec encore quelque chose d'encore plus léger ici. Voilà, donc tout ça, c'est totalement empirique, hein, ça se teste. Voilà, on aurait pu mettre encore, je sais pas, un délai à la fin. On aurait pu mettre tous les effets qu'on veut. Donc si on dessine ça, déjà ça compile, c'est pas mal. Ça vous fait ce type de dessin qu'on va pouvoir écouter ici pour terminer. Donc on aurait aussi pu programmer un trémolo par exemple, avec exactement les mêmes idées en multipliant notre son de base par quelque chose qui va osciller, avec une certaine profondeur paramétrable par exemple. Voilà, donc on peut imaginer ce type d'effet.